Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo preview où on va encore parler d'une équipe de l'Ikimoli Star League. On avance de plus en plus. Là, on commence à s'installer dans le haut du tableau. Ça commence à devenir très sérieux. On est dans le ventre supérieur, on va dire. On commence à parler de Coupe d'Europe, d'objectifs de Coupe d'Europe dans cette zone-là de cette Liquimoli Star League. Donc, on avance de plus en plus et on s'approche de la fin. Et si tu ne veux pas manquer d'ailleurs les dernières previews de cette série, dans cette aventure dans laquelle je me suis embarqué, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être sûr de ne pas manquer les prochaines notifications. Je t'invite à faire ça, cette opération, et aussi à visionner les vidéos précédentes, les previews précédentes. Si toutefois tu les avais pas vues, tu vois, il y a du jus. J'ai décidé de rentrer dans un exercice qui prend beaucoup de temps. C'est du travail parce que je le fais sérieusement. J'ai très envie d'être sérieux et d'être fidèle par rapport à toutes les recherches que j'ai faites. Aujourd'hui, on parle de l'USAM Nîmes, l'Union sportive des anciens du Mont. J'ai oublié il y a un D derrière. Je l'avais vu pourtant avant de tourner la vidéo, mais j'ai oublié. Mais c'est ça que veut dire USAM derrière. Je me suis toujours posé la question et puis j'ai trouvé, en fait, en cherchant un petit peu. Tu vas voir que tu trouves très facilement. C'est les anciens du Mont, je sais plus. Bref, pas le temps de chercher. On va rentrer directement dans la preview de Nîmes. On va parler justement de cette équipe. Là, pour le coup, lors de ma précédente preview, lorsqu'il s'agissait de parler de Aix, voisin de Nîmes, eh ben, c'était irrégulier. Eh ben, Nîmes aussi, en termes d'irrégularité, c'était pas mal du tout. On va s'en rendre compte. On va partager l'écran dès maintenant et on va se positionner sur la slide que j'ai dédiée à l'USAM Nîmes tout de suite après quelques petits réglages. Voilà, comme ça, c'est bon. On y arrive. Je mets, voilà, comme ceci sur le grand écran pour que tu puisses bien voir l'intégralité de mon écran. Et voilà, on y est. C'est parti. 16 previews vers les étoiles, tu connais le nom de la série. Aujourd'hui, on parle de l'USAM Nîmes-Gare. Et tu sais comment sont séquencées ces vidéos. Maintenant, tu commences à avoir l'habitude. On fait toujours un coup d'œil dans le rétroviseur avec le Yago. Dans cette séquence, on va parler notamment donc de l'historique de la saison 2023-24 de l'USAM Nîmes, en commençant par un bilan. Nîmes donc termine donc septième et a espéré à deux-trois journées de la fin tutoyer l'Europe, donc, sachant que cette place de cinquième a été détenue par Limoges, le Limoges Handball 87, qui est arrivé à la cinquième place, donc deux places devant Nîmes, qui a fini septième. 32 points, c'est simple, pas de match nul, 16 victoires, 14 défaites. Donc, un peu plus de victoires que de défaites. Nîmes pouvait légitimement penser à trois, quatre journées de la fin, espérer une place en Ligue européenne. Mais quand tu ne marques que 882 buts et que tu en encaisses 910, alors la défense, ça va, on va dire qu'il y a pire comme défense. En Star League, il y avait pire l'année dernière comme défense. Mais 882, c'est vraiment pas beaucoup, c'est assez peu même. Et donc forcément, tu vas voir qu'il va y avoir de vraies questions à se poser par rapport aux possibilités offensives de l'USAM. Et donc, lorsqu'on arrive ici, on se dit que la plus grosse victoire pour Nîmes, c'était contre Toulouse. On était relativement optimiste à ce moment-là. 13e journée, on est au mois de décembre, tu gagnes 34-27 dans un derby d'Occitanie qui, franchement, aura été haut en couleur. Mais par contre, ta plus lourde défaite, eh ben, c'est un autre derby d'Occitanie. On aura l'occasion d'y venir un peu plus tard dans cette vidéo, ben, pas beaucoup plus tard, puisque là, tout à l'heure, va suivre maintenant, juste après plutôt, le déroulé de la saison de l'USAM. Lors de la 19e journée, tu t'inclines en mars contre ton voisin de à peine même pas 40 kilomètres, Montpellier, sur le score de 27-16. Je répète, 27-16. 16. Aucune équipe de l'Ikimoti Star League, l'année dernière, n'a marqué aussi peu de buts dans un match. Ce qui vient un petit peu ajouter beaucoup de choses aux problématiques offensives de Nîmes. Et que si tu souhaitais accrocher l'Europe, tu marques pas assez. C'est aussi simple que ça. Par exemple, la preview d'hier que j'ai faite pour Aix, c'est simple, tu es beaucoup trop irrégulier, tu fais 15-15, 15 victoires, 15 défaites, tu es beaucoup trop irrégulier, par contre, tu marques un peu plus. Là, par contre, Nîmes, tu marques clairement pas assez. Tu es irrégulier, tu gagnes peut-être un match de plus que Aix, mais tu marques pas assez. C'est clair.
16 buts dans le derby, c'était un derby absolument honteux. -11, mais tu ne marques que 16 buts. C'est dur. C'est dur. En 2024, c'est très dur de gagner un match de hand de 2 fois 30 minutes avec 16 buts seulement. C'est très compliqué. Mais on va revenir sur les circonstances de cette défaite parce que ce match-là, il était assez effroyable à regarder, en tout cas en tant que supporter nîmois. J'imagine au Parnasse, ça a bien, bien grondé. Je sais que Nîmes, vous êtes des gens de caractère. Vous êtes des gens, voilà, il faut de la détermination, il faut mouiller le maillot. Mais les joueurs de Johan Balmossière, à ce moment-là, aïe, 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 il y a une grosse impuissance constatée lors de ce match. Mais d'abord, avant d'aller plus avant, rentrons dans le film de cette saison nîmoise, qui a commencé tambour battant. C'est simple, lors des 5 premiers matchs de la saison 23-24, 5 matchs, 5 victoires. Tu fais +2 contre Chambéry, +2 à Dijon, +5 contre Dunkerque, +2 à Créteil, +3 contre Saran. Alors, dans ces 5 équipes, l'équipe la plus forte que tu bats, c'est Chambéry, mais Chambéry, c'est le tout début de saison. Chambéry sort d'une défaite en European League. Chambéry n'est pas prêt à ce stade de la saison. C'était le moment pour prendre Chambéry. Après, tu prends Dijon, euh, ouais, Dunkerque, et Dunkerque joue un handball offensif. Il y avait des trous d'air derrière, tu pouvais en profiter. Et Créteil et Saran, c'était pas les, on va dire que c'était pas les meilleures équipes du championnat sur lesquelles tu fais ta série de 5 victoires. Par contre, à partir de la 6e journée, là, c'est plus du tout la même chanson. Là, tes 5 victoires, tout ton crédit est complètement annulé parce que tu te prends 5 défaites d'affilée à partir de la 6e journée. Tu prends -2 lors du premier derby. Donc, à Montpellier, c'était cette fois-ci, c'était du côté de. C'était pas au FDI Stadium, mais c'était dans l'autre stade de Montpellier. C'était la Sud de France Arena, je crois, pour ce derby. Tu perds 25-23. Tu fais -1 là dans l'autre derby au PAUC à Aix. -6 contre Cesson. -4 à Ivry. Et surtout, tu perds 26-21, -5 contre Nantes. Donc là, au bout de 10 journées, 5 victoires, 5 défaites, tout ton début de saison est complètement vautré. Et à tel point au soir de la 10e journée, au soir de la défaite contre Nantes, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas avoir un championnat casse-patate entre la 10e et la 13e place? Ou est-ce que, quand même, t'es Nîmes, quoi? Tu restes quand même sur des saisons qui sont relativement cool, surtout avec une saison européenne l'année du Covid. Tu te dis, ouais, c'est bon, quand même, on est Nîmes, on va faire quelque chose. Eh ben, qu'est-ce qui se passe après cette série de 5 défaites? Tu reprends une victoire, en fait, tu retournes sur une base de victoire en t'imposant lors de la 11e journée à Saint-Raphaël, 33-31, mais tu repères aussitôt après à Limoges, 32-29. Donc, 6 victoires, 6 défaites au bout de 12 matchs. On enchaîne. Là, par contre, 2 victoires consécutives, dont un très probant, je t'en ai parlé, le +7 contre Toulouse, et +3 à Chartres. Et tu finis avec, en fait, voilà, ton dernier match aller, c'est à Paris, le Paris Saint-Germain. Enfin, c'est pas à Paris. Qu'est-ce que je raconte? Parce que le match à Paris, on va en reparler un peu plus tard. Là, c'est le premier match de la saison qui a lieu au Parnasse, juste avant les fêtes. Tu perds de 10 buts, 34-24. Et de mémoire, je sais qu'il y a pas mal de blessés à ce moment-là. Et là, c'était compliqué de faire un résultat contre Paris pour ce match-là. Tu perds de 10 buts quand même, juste avant les fêtes. Pareil, mais tu ne marques que 24 buts. C'est peu. À la reprise, boum, tu te fais démonter la tête, -9 à Cesson. Donc tu restes sur -10 à Paris et -9, enfin -10 contre Paris et -9 à Cesson. Alors tu te reprends le match d'après. Tu gagnes +7, 32-25 à Créteil. Et Créteil qui à ce moment-là, pareil, était au fond du seau, était dans une très mauvaise série. Dans le derby du retour à Aix, tu gagnes, c'est la 18e journée, 29-26. Mais alors là maintenant, on va faire un focus sur cette défaite de Montpellier. Parce que là, dans ta salle au Parnasse, tu te manges donc le 27-16 de la honte. À la mi-temps, il y avait 15-9 pour Montpellier. Le match était diffusé sur beIN. En télé nationale, tu t'affiches. Mais vraiment, tu t'affiches. Alors, Thomas Ferro-Vilches et François-Xavier Houlet, qui étaient aux commentaires, essayaient d'adoucir, de douciner un peu les choses en mettant en avant justement le caractère de Montpellier. Non, Nîmes a vraiment pas été bon ce soir-là. Vraiment, vraiment pas été bon du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'était pas ça. C'est simple, quand on regarde les stats, ben Montpellier s'est amusé. Ben, en fait, en marquant que 27 buts, tu gagnes de +11. Ben, ça donne quoi?
ça donne que dans les stats, qu'est-ce que j'ai renoté? J'avais noté que tu avais Jaime Fernandez qui avait mis 4 buts, Valentin Porte à Montpellier toujours avait mis 7 buts, et Brian Monté et Sébastien Carlsson 3 buts. Alors que toi, de ton côté, tu as juste Jean-Jacques Aquevillo, Mohamed Sanad et Quentin Minel, 3 buts chacun. Voilà. Et ça, c'est le rock bottom de l'USAM Nîmes pour cette saison 23-24. Là, on peut pas dire. Si tu es supporter de Nîmes et que tu regardes cette vidéo, fais-moi part de ton ressenti, comment tu as vécu cette claque, cette gifle et cette panne offensive de 27-16 contre Montpellier. Je veux avoir les réactions, je veux savoir dans les commentaires, je veux savoir comment ça s'est passé à ce moment-là de la saison. On était, je le rappelle, à la 19e journée. On enchaîne parce que dans la foulée à la 20e, tu te remanges dans un autre derby occitan contre Toulouse, cette fois-ci le retour contre Toulouse, alors que tu avais gagné plus 7 à l'aller, mais là-bas au Palais des Sports à Toulouse, bah, tu te manges un -10, 38-28. Là, pareil, quelle est ton énergie, quelle est ta vibration après donc deux défaites coup sur coup contre tes deux rivaux régionaux que sont Montpellier et Toulouse? Ok. Eh ben, t'as qu'une chose à faire, c'est repartir lors de la J21. Tu sonnes le réveil et là, c'est le début d'une série de 3 victoires. Tu gagnes +2 à Saint-Raphaël, t'enchaînes +4 à Saint-Rand et tu gagnes +2 contre Dijon. Pareil, Saint-Rand, Dijon, c'est les deux équipes qui descendent à la fin de l'année. Tu gagnes, t'es obligé de gagner quand tu t'appelles Nîmes avec t'as un certain standing quand même, faut pas déconner non plus. Mais voilà quoi. Les victoires, les défaites surtout contre Toulouse et contre surtout celles de Montpellier, elles restent quand même un peu dans les têtes. Et par contre, tu enchaînes à nouveau deux défaites. Une autre grosse défaite à Chambéry où tu prends -8 et tu prends à nouveau -5 à Dunkerque. Et puis, d'un seul coup, d'un seul, parce que les résultats te sont favorables, tu commences à recroire à l'Europe dans la dernière partie de la saison. Parce que tu mets 31-29 contre Limoges. Limoges qui finira européen à la fin de l'année dernière. Tu mets 30-24 contre Ivry. Bon, c'est Ivry, il faut taper Ivry. Quand tu t'appelles Nîmes, tu te dois de battre Ivry. Et surtout, et là, je fais un focus sur ce match-là, lors de la 28e journée, 33-32, victoire à Coubertin contre le Paris Saint-Germain. Et tu contraries la dernière de Nicolas Karabatic dans le stade de Coubertin. Tu es le poil à gratter, tu es l'empêcheur de tourner en rond de cette soirée parisienne. Paris qui devait assurer son positionnement pour le titre à ce moment-là. Mais là, ce que tu fais, c'est que non seulement tu contraries la fête Karabatic à Coubertin pour son dernier match en club, mais surtout, ce que tu fais, c'est que tu relances Nantes dans la course au titre parce que Nantes gagne de l'autre côté derrière en même temps. Donc tu deviens arbitre de la course au titre, sachant que Nîmes doit jouer Nantes à la dernière journée, doit se déplacer à Nantes à la dernière journée du championnat. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce match-là, dans ce match de Paris? Bah, c'est simple, déjà, le meilleur buteur de cette rencontre, c'est juste Elohim Prandi, ancien Nîmois, qui a scoré 10 buts. Ferran Solé, 7 buts, et Luc Stein, 5 buts pour le Paris Saint-Germain. Tandis que du côté de Nîmes, on a, cette fois-ci, je vais en parler un peu plus tard dans cette vidéo, Guéric Vincent, 8 buts, Moab Abdelhak, l'Égyptien, 5 buts, et Jean-Jacques Avequevillo, 4 buts. Et donc, là, par contre, tu ne le sais pas. Mais lors de cette 28e journée, c'est ta dernière victoire de la saison. Puisque les deux derniers matchs vont se solder par des défaites. Pour ta dernière à domicile, tu perds contre Limoges 37-34 et tu n'arrives pas à jouer ton rôle d'arbitre pour le dernier match à Nantes. Tu t'inclines 36-32, sachant que de l'autre côté, le Paris Saint-Germain s'impose contre le PAUC. On en a parlé hier dans la vidéo dédiée au PAUC. Donc, Nîmes fini 7e, 16-14, 16 victoires, 14 défaites. Saison très irrégulière. C'est le moins bon classement depuis quelques années de Nîmes. Et là, il va falloir commencer à se poser de sérieuses questions sur est-ce que la troisième place et les belles années il y a quelques temps, est-ce que c'est on est arrivé au top, on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait faire? On va voir la suite, on va voir l'état de l'effectif après. Cet effectif, en fait, on a 7 départs enregistrés. On a Alexander Antic qui s'en va, ainsi que Ryan Zuzo. Alors, ce sont deux jeunes très prometteurs. Ryan Zuzo, j'ai eu le privilège de le voir jouer avec la réserve de Nîmes lorsqu'ils sont venus du côté de Bruges-Lormont. Je me rappelle, j'ai expliqué ce match-là et je me suis rendu compte à quel point Ryan Zuzo était très fort. Donc là, pour le coup, on souhaite une très belle suite. Je pense qu'il part à Cherbourg, me semble-t-il, à Ryan Zuzo, qui, on n'a pas fini de parler de lui. En tout cas,
il est arrière gauche. En termes d'arrière gauche, à Nîmes, il y a du monde déjà, il a besoin de temps de jeu, donc c'est normal qu'il aille se faire un petit peu les dents dans une catégorie un peu inférieure, mais il va revenir très très fort. On n'a pas fini de parler de lui, je pense. Après, Thibaut Marmousset s'en va, José Baznik, ainsi que l'autre gardien, Alexandre Demaï s'en va. On a Quentin Binel qui s'en va aussi, Quentin Dupuis également se retire, et j'ai oublié de préciser dans la slide, mais Benjamin Gallego, l'homme du club. Alors lui, par contre, on n'a pas l'information à savoir s'il s'arrête ou pas. J'ai fait quelques recherches, a priori, il n'aurait pas encore arrêté complètement. On sait qu'il était en fin de contrat à Nîmes, il n'a pas renouvelé. Il y a un rôle au club qui l'attend en guise de reconversion, mais là, je ne peux pas dire, ça y est, c'est bon, Benjamin Gallego a arrêté. Non, là, pour le coup, je n'ai pas l'information. Donc, il fait partie des départs, je ne l'ai pas mentionné, j'aurais dû ici, mais compte bien que Benjamin Gallego, je le dis, est au départ de Nîmes. Donc, tu as 8 départs. Et voici le set de platine. Voici la composition de l'équipe entraînée par Yann Balmosière. Balmosière qui est arrivé l'année dernière, en 2023, en succession de Vragnès, Ljubo Vragnès, l'entraîneur suédois, qui n'a pas réussi forcément à imposer sa patte du côté de Nîmes et à faire passer Nîmes à un niveau supérieur. Jérôme Chauvet, qui fait partie de l'organigramme, président de l'association de Nîmes et assistant coach de Yann Balmosière. Et pour pouvoir maintenant déplier l'effectif, dans les buts, on a le transfuge de Créteil, Dylan Soyer qui vient d'arriver, et un autre transfuge du PAUC, Wesley Pardin, dans un espèce de swap, c'est-à-dire un échange entre Wesley Pardin et José Basnik. José Basnik est parti du côté de Aix. Sur la base arrière, de gauche à droite, alors, les trois droitiers qui jouent arrière-gauche. Jean-Jacques Aquevillot, vieillissant, toujours là, mais vieillissant, Jean-Jacques Aquevillot. Johan Gibelin, qui nous vient du Paris Saint-Germain. Anciennement, historiquement, il est de Créteil. Au Paris Saint-Germain, il était clairement en manque de temps de jeu, barré par plein de monde. Il y avait juste Elohim Prandi, Nicolas Karabatic et Jacob Holm devant lui. Ça lui arrivait même de jouer à droite au Paris Saint-Germain parce que justement, du côté droit de la base arrière du Paris Saint-Germain, Dominique Maté blessé, Kent Robin Tonessen qui faisait pas forcément le travail. En début de saison, il a fait quelques apparitions, mais on peut pas dire qu'à Paris, il se soit éclaté. Toutefois, voilà, il vient prendre du temps de jeu à Nîmes. Il devrait y avoir du temps de jeu entre lui, Jean-Jacques Aquevillo et aussi José da Silva, le Brésilien, qui vient compléter ce poste du côté de Nîmes. Après demi-centre, on a Jesper Konradsson et Lou de Risbourg. Jesper Konradsson, le Suédois. Lou de Risbourg, très jeune, qui arrive au niveau de la base arrière, au centre de la base arrière de Nîmes. J'aurais pu mettre, alors je l'ai mis sur l'aile gauche, mais j'aurais pu mettre Boipa Sissoko qui peut tenir ce poste-là, même si là, avec maintenant sa deuxième rupture de ligament croisé, je ne sais pas s'il va être amené, enfin, il va peut-être être amené à mener le jeu davantage et à faire évoluer son jeu, lui qui joue beaucoup en percussion, en élimination. Là, pour le coup, sachant qu'il s'est fait, voilà, il s'est encore à nouveau refait les croisés en fin d'année dernière, alors qu'il s'était fait une première fois, alors qu'il terminait à Créteil avant de partir pour Nîmes. Lors du dernier match de la saison au Paris Saint-Germain, je me rappelle, j'avais vu les images, il s'était fait super mal. Là aussi, pareil, il a quasiment fait une saison blanche avant de revenir. Force à toi, Boiba. On sait que tu peux tenir demi-centre, mais bon, là pour le coup, j'espère qu'Onradson et Lou de Risbourg seront les préposés en attendant ton retour. Sur le côté droit de la base arrière, Luc Toby, pareil, vieillissant aussi, et toujours efficace. Hein. Et puis aussi, c'est un Dre 2, donc comme Jean-Jacques Aqueville, on respect pour les Dreadlockman, s'il te plaît. Et Moab Abdelak, du côté droit de la base arrière, l'Égyptien, tout juste rentré des Jeux Olympiques, qui va tenir le poste avec Luc Toby. Sur la base avant, pareil de gauche à droite. À l'aile gauche, pareil aussi, le capitaine courage, Julien Robichon. Aussi pareil, qui est sur la fin avec l'USAM Nîmes. Boiba Sissoko, je te disais effectivement que lui peut faire les deux postes entre ailier gauche et demi-centre. Mais là, justement, je t'en parle en dernier, Guéric Vincent, dans la section suivante, dans une des sections à venir, je reparle un petit peu plus profondément de lui. Poste de pivot, le capitaine courage, enfin capitaine courage, s'il n'est pas capitaine, mais très courageux et très précieux, Tom Poyer, surtout en défense. Donc Tom Poyer va tenir le poste, ainsi que Hugo Kanchop-Baril, pareil, qui s'est blessé gravement la saison dernière. Alors là, au moment où je te fais cette vidéo, je ne sais pas quel est son état, s'il est sur le retour, mais en tout cas, force à toi, Hugo. Et
En renfort, on a le Polonais qui est venu du Gornik Zabrze, Sébastien Kajor, qui vient compléter, faire le nombre au poste de pivot. Et sur l'aile droite, on a donc l'autre Égyptien de l'équipe, Mohamed Sanad, fidèle au poste. Il commence à prendre aussi un petit peu d'âge. Et on a Damien Gibernon qui vient compléter aussi sur le côté droit. Voilà pour ce set de platine entraîné par Yann Balmessière et assisté de Jérôme Chauvet. On passe maintenant au Money Time. Et je pose une grosse question. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'on n'arrive pas à une sorte de fin de cycle à Nîmes? Parce qu'on constate un lent déclassement au fur et à mesure des années depuis la saison 19-20, l'année où Nîmes, juste avant, avait fini troisième et pendant la période du Covid, malheureusement, avait beaucoup de mal à terminer sa campagne européenne. Et aussi sachant qu'on a 7 joueurs en fin de contrat. Alors, le président de Nîmes, il est aussi président de la Ligue, c'est David Tebib. David Tebib est là en poste depuis 2012, c'est un homme ambitieux. J'ai eu le privilège d'aller 2 fois au Parnasse. Le Parnasse, c'est un vrai centre de vie, vraiment. C'est un magnifique centre de vie. Avant les matchs, il y a plein d'animations, il y a énormément de choses qui ont été faites du côté de Nîmes pour maintenir la passion, la flamme. Et ce club mérite une équipe avec un standing un petit peu supérieur que ce qu'on présente. Elle le mérite de jouer les 3, 4 premières places. Il y a tout pour en tout cas. Et l'effervescence, la ferveur fait que Nîmes doit avoir une équipe. Ça doit jouer top 4, top 5 maximum tous les ans. Et là, Nîmes a fait septième. Donc là, c'est un léger déclassement. Et quand tu regardes les classements d'une année sur l'autre, il y a une perte de place à chaque fois. Donc Nîmes se doit de revenir à un niveau supérieur seulement avec l'effectif en présence. On va voir la qualité des recrues. Je ne sais pas si le coaching de Johan Balmosière va être suivi des faits quand je vois ce qui s'est passé l'année dernière et que, surtout, qui est donc un bilan qui est très irrégulier et que là, cette année, ben, tu as encore d'autres joueurs qui sont présents mais qui arrivent sur la fin. J'attends de voir ce qui va se passer. Mais je te cache pas que Nîmes, voilà, j'ai du mal à envisager. Je les vois mal faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait. Bien sûr, je peux me tromper complètement, mais c'est inévitablement une fin de cycle. Il va falloir qu'il y ait un rafraîchissement de l'effectif. Et ce rafraîchissement de l'effectif, on va en parler tout de suite dans la section suivante, puisque pour moi, Guéric Vincent, 19 ans, joueur très prometteur, ailier scoreur. Pour moi, la relève de Nîmes, c'est lui. Pourquoi? Parce que l'année dernière, il a marqué 125 buts et a joué tous les matchs sur l'aile gauche de la saison. On peut se poser légitimement s'il est l'avenir de Nîmes, s'il peut être une sorte de Mathieu Hong ou Gabriel Luch du côté de Aix, et ainsi prendre la relève sur le poste, mais aussi dans le cœur nîmois. Guéric Vincent est très talentueux. Je l'ai vu jouer. Il a déjà joué sa première saison quand j'étais venu au Parnasse, c'était pour la saison 22-23. C'était pas l'année dernière, mais l'année d'avant encore. Et j'ai pu me rendre compte que ce petit gars de 17-18 ans avait un culot. Oh là 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 là. Attention, Guéric Vincent a surveillé de très très près. Pour moi, c'est l'expert de défi. Je te rappelle que l'expert de défi, c'est le frame ultime entre un expert et les femmes de défi. J'adore rappeler ça. Et donc, pour ceux qui ont connu l'époque des experts, l'époque Claude Onesta chez les garçons et les femmes de défi à peu près dans la même période. Sinon, documente-toi, cherche, voilà, tout est sur Internet. Voilà, on va pas se répéter ici. Guéric Vincent, expert de défi. Si dans Handball TV, si Nîmes ne passe pas sur Bein ou bien s'il n'y a pas d'autre chose, c'est lui qui va me faire cliquer. Ce sera sa performance à lui que je vais regarder en premier dans les performances globales de l'USAM Nîmes. Guéric Vincent, c'est mon pari pour cette saison 2024-25. Le futur, pronostic. Comme je te disais, je vois mal Nîmes passer un cap par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière. Je vois 15 victoires, 2 nuls, 13 défaites. Et des victoires notamment contre Chartres, contre Ivry. Je les vois gagner 2 fois contre Cesson, contre Toulouse, 2 fois contre Dunkerque, 2 fois contre Créteil, 2 fois contre Istres, Tremblay, Toulouse, Saint-Raphaël. Tu vois que je pronostique une victoire contre Toulouse et je pronostique aussi match nul contre Toulouse
Et je pense que c'est un match, le match qui sera à l'extérieur, là-bas au Palais des Sports. Je les vois bien arracher un point là-bas et un nul contre Limoges parce qu'en fait, ce sont des équipes qui sont juste au-dessus dans le standing, qui sont juste au-dessus de Nîmes. Mais Nîmes, ça ne peut pas, ça ne va jamais, à aucun moment, à mon sens, accrocher l'un des trois cadors du championnat. C'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait accrocher un, voire deux cadors et avoir une grosse cadence contre les équipes plus faibles pour espérer accrocher une Coupe d'Europe. Mais une idée me dit que ça va être un petit peu court. Comme d'habitude, je peux me tromper, mais c'est en fonction de ce que je constate. Pour moi, il y a une vraie faiblesse au poste de demi-centre, à mon sens. Il y a une faiblesse au poste de demi-centre. C'est bien que voilà les trois demi-centres qui sont là, voilà, hein, il y a de quoi faire. On va dire que c'est voilà, mais tu as d'autres équipes où le poste de demi-centre est beaucoup plus fort que celui de Nîmes. Quand on regarde les statistiques, quand on regarde les parcours, Nîmes a un petit manquement à ce niveau-là, à mon sens, à mon sens. Maintenant, il faut voir comment ça va se passer, il faut jouer les matchs, il faut voir comment ça joue. Moi, j'ai qu'une idée, j'ai qu'une envie, c'est que Nîmes, voilà, c'est que le Parnasse puisse rugir de nouveau comme j'ai eu l'occasion de le voir rugir. D'ailleurs, grosse dédicace, big up à Frédéric, qui est le speaker là-bas. Si tu regardes cette vidéo, je pense à toi et merci de m'avoir accueilli la fois où je suis venu. C'était toujours sympa de te rencontrer, de parler un petit peu avec toi. C'est très cool. Donc voilà, USAM Nîmes, gros club familial, grosse tradition, club de détermination, club de caractère, club où ça envoie du bois. Et quand tu joues pour Nîmes, il y a un maillot vert sur toi et il y a un cœur derrière ce maillot vert. Il faut te mettre au niveau. Mais ça fait pas le tout. À un moment donné, il faut des joueurs un petit peu plus on va dire, enfin voilà quoi, d'un calibre supérieur tout simplement pour atteindre les objectifs et atteindre et rentrer dans le top 5, pourquoi pas. Et donc, ça donne quoi en termes de classement? Ben, ça me donne tout simplement Nîmes que je vois derrière le PAUC. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai fait une petite erreur dans ma présentation d'hier quand j'ai présenté le PAUC. J'ai oublié 2 points, de leur ajouter 2 points. Et aussi, j'ai oublié d'ajouter 2 points à Tremblay aussi également. Donc, j'ai refait un peu mes classements, j'ai révisé les choses. Là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc là, du coup, Tremblay, malgré tout, je les vois toujours en 13e position avec 17 points, mais un peu plus confort par rapport à la zone de relégation. Quant à Nîmes, maintenant, je reviens à Nîmes. Je vois le PAUC leur passer devant. Nîmes, pour moi, va être huitième. Le PAUC va être septième parce que les 6 équipes qui me restent à faire, pour moi, c'est au-dessus de tout le reste de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je les vois pas, tu me verras pas faire des dingueries, hein. Quand je vais parler de Chambéry, quand je vais parler de Toulouse ou quand je vais parler de Limoges, là, c'est les équipes qui vont venir juste après. Ça va pas se retrouver en 12e ou en 13e place, hein. Je te le dis d'avance, ça c'est un spoiler, mais tu seras pas surpris. Ces équipes-là sont bien au-dessus de toutes celles que nous avons vues jusqu'à maintenant, et on va rentrer dans le détail après. Toutefois, Nîmes, je les vois donc en fin de ce peloton d'équipes prétendantes à l'Europe. Tu vois que je mets Nîmes avec 32 points et après Nîmes, je mets Dunkerque avec 24 points. Donc il y a un gros écart pour moi. Il y a un très gros écart. Et voilà, commence à rentrer dans un wagon où on commence à vouloir prétendre aux places, sauf que il nous manque peut-être une ou deux choses pour pouvoir y arriver. Donc voilà. Voilà où j'en suis pour l'instant. Nîmes, pour moi, 32 points au beau milieu. Et j'attends la fin de saison prochaine, qui est du renouvellement dans l'effectif, qu'on voit qui va arriver, qu'on voit comment ça se passe. Et surtout au niveau du coaching, si Johan Balmosière va rester, ou bien si Jérôme Chauvet va prendre la place, ou bien s'il y a un autre coach qui vient se présenter. On verra en fonction, on va suivre l'actualité de Nîmes au fur et à mesure de la saison. Voilà, je vais arrêter le partage et je vais revenir ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à mettre un pouce en l'air, même si elle t'a pas plu parce que tu es dégoûté, tu n'es pas d'accord avec moi. Un pouce en bas, dans les deux cas, c'est moi que ça arrange. Donc, sois honnête. Et puis aussi, si tu es supporter de l'USAM et que tu souhaites apporter des précisions par rapport à ce que j'ai dit, t'hésites surtout pas à remplir le champ de commentaires. Tu restes courtois, poli, bien élevé. On est entre gens passionnés de handball, mais voilà, ça se fait toujours dans le respect. Surtout, voilà quoi. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je serais très heureux, très content de parler handball avec toi, de parler plus en profondeur de l'USAM Nîmes. Voilà, c'est fini pour cette preview de Nîmes. Demain, on va aller un peu plus loin dans la montagne. Je pense que tu as compris de quelle équipe j'ai parlé.
Et on va rentrer de plus en plus dans des équipes qui commencent à nourrir de très sérieuses ambitions. Donc, je te souhaite de beaux instants, quel que soit ce que tu fais au moment où tu captes cette vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle preview vers les étoiles de la Ligue Emoly Star League. Salut.